Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec la manifestation de l'opposition à Pikine. Le mot d'ordre est clair. Elle réclame le départ d'Aly Ngouille Ndiaye du ministère de l'Intérieur. Le rassemblement prévu ce vendredi devant le ministère de l'Intérieur a été interdit par le préfet de Dakar. L'Alliance des syndicats autonomes de la santé du Sénégal bande les muscles. Elle réclame 4 milliards de salaires impayés à l'État. Ses membres menacent de paralyser le secteur si l'État ne règle pas le problème. Tabaski 2018, le ministre de l'élevage annonce 750 000 têtes, dont 260 000 rien que pour Dakar. Aminata Mbengue Ndiaye, qui rencontrait des acteurs du secteur ce matin, compte octroyer 300 millions de francs CFA aux éleveurs pour l'achat d'aliments de bétail. Célébration de la journée internationale de l'eau, occasion pour nous de nous rendre au lac Tadma aujourd'hui. Il a complètement tari. Les populations lancent un cri du cœur. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Tout d'abord, toutes nos excuses. L'édition en Wolof n'a pu se tenir à cause de quelques soucis techniques indépendants de notre volonté. Je vous l'annonçais dans les titres, l'opposition dite significative à Pikine cet après-midi. Ils étaient pratiquement tous présents, Salif Sow. Le départ d'Aly Ngouille Ndiaye réclamé, n'est-ce pas Salif Sow? Bonsoir. Justement, le départ d'Aly Ngouille Ndiaye réclamé, mais aussi et surtout le parrainage qui est rejeté par tous les opposants qui se sont succédés au micro. Ils parlent de tripatouillage de la Constitution qui ne passera pas, non à une modification de la loi, 2 ans seulement après avoir après avoir donc organisé un référendum ici au Sénégal. Donc les réactions se sont succédées et puis voilà, ils ont tous tiré dans le même sens et demandent à Macky Sall, le président de la République, de ne pas forcer. Alors, demain, était donc prévu un sit-in devant les locaux du ministère de l'Intérieur. Ce sit-in, donc, ce rassemblement est bel et bien déprogrammé pour demain. Ils se donneront un rendez-vous donc devant les grilles de l'Assemblée nationale, le jour où ce projet de loi sera voté à l'Assemblée nationale. Donc, l'opposition ne tient plus son sit-in de demain devant les locaux du ministère de l'Intérieur. Mais c'est un terrible rassemblement. Donc, si toutefois ce projet de loi portant sur le parrainage sera voté à l'Assemblée nationale. Alors, Salif Sow, est-ce qu'on peut avoir une idée de la mobilisation? Est-ce que tous les leaders de l'opposition étaient présents? Oui, nous pouvons noter parmi les présents Pape Diop de Bokk Gis Gis, il y avait Omar Sarr du PDS, secrétaire général adjoint, il y avait Thierno Alassane Sall, il y avait Ousmane Sonko, il y avait Mamadou Diop Decroix, il y avait Mamadou Diallo de Tekki, donc entre autres. Et puis le rassemblement, alors la mobilisation, certains apprécient, d'autres disent que ce n'était pas la grande mobilisation, le jour des grandes mobilisations. Alors, donc c'est selon, mais nous pouvons toutefois compter entre 200 et 300 personnes présentes. Et pour le rassemblement prévu au ministère de l'Intérieur, interdit par le préfet de Dakar, est-ce qu'ils sont au courant? Bon, ils ne sont pas prononcés exactement s'ils sont au courant ou pas, mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'eux ont pris la décision de ne plus tenir ce rassemblement de demain devant le ministère de l'Intérieur. Ils ont déprogrammé ça. Ils disent que le président de la République compte faire voter la loi portant sur le parrainage à l'Assemblée nationale les jours à venir. Donc, ils donnent aussi rendez-vous à leurs militants ce jour-là, à tous les Sénégalais d'ailleurs, ce jour-là, devant les grilles de l'Assemblée nationale pour dire non à ce qu'ils qualifient de forfaiture. Voilà, merci Salif Sow. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'Alliance des syndicats autonomes de la santé du Sénégal réclame plus de 4 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal. Cet argent, nous dit-on, c'est des salaires impayés. Et face à la presse cet après-midi, Mbalou Diatam et compagnie comptent perturber le secteur si la situation n'est pas réglée d'ici le 31 mars. Compte rendu de cette conférence de presse signée Habib Faye et Youssou Baro. Nous pensons que trop c'est trop. 5 mois d'arriérés de salaire, c'est ce que réclame And Gueusseum à l'État. L'Alliance des syndicats autonomes de la santé ne peut plus attendre. Il faudra au gouvernement débloquer la somme de 4 milliards 968 millions.
Mais nous pensons que 4 milliards 960 millions, même 10 milliards sur 44 milliards, ce n'est pas la mer à boire. Et les camarades aujourd'hui sont en désespoir de cause et ne peuvent plus attendre longtemps. Les camarades de Mbalo Diacham alertent sur d'éventuelles perturbations du système sanitaire au-delà du 31 mars, si le gouvernement ne satisfait pas leurs doléances. L'ultimatum, c'est le 31 mars, Inch'Allah. Et si le gouvernement ne règle pas les arriérés de salaire de 2017, ne serait-ce que pour les arriérés de salaire de 2017, concernant cette population. Nous sommes habitués de ces activités-là. Nous n'excluons rien. Ça peut commencer de la marche au sitting jusqu'à la grève en passant par la rétention des informations sanitaires. Toutefois, il reste ouvert aux négociations. Nous attendons que l'État, disons, s'agisse. C'est l'État qui doit des salaires. Alors c'est l'État qui doit payer. L'État n'a qu'à payer les salaires, n'a qu'à payer pour les heures supplémentaires et il n'y a pas de problème pour le moment. La SAS, SUTSAS, SUDETM, Andegesem, ces syndicats veulent être rétablis dans leurs droits. La dette que leur doit l'État est plus de 4 milliards, disent-ils. Et puis la Fédération des enseignants du Sénégal soupçonne un groupe de syndicats de vouloir torpiller le mouvement. Une démarche qui n'agrée pas Dame Mbodj et ses camarades qui demandent le respect des accords signés avec le gouvernement. Dame Mbodj, que je vous propose d'écouter, il est interrogé par Cheikh Tidiane Dione. Nous sommes très satisfaits de la mobilisation des enseignants. C'est la raison pour laquelle il fallait aujourd'hui faire un bilan d'étape et apprécier les propositions du gouvernement. L'opinion pense que le point le plus important pour nous, c'est l'indemnité de logement. Certes, c'est un point important, mais ce n'est pas le seul. L'indemnité de logement, ce que la FEDER exige avec tous les enseignants du Sénégal, c'est l'application du principe de l'équité dans le traitement des agents de l'État. Il y a un groupe de syndicats de connivence avec l'État qui est en train de manœuvrer pour aller dans le sens de suspendre le mot d'ordre et qu'on rediscute tout avec tous les syndicats légalement constitués et avec tous les secteurs pour qu'on applique le principe de l'équité. Nous exigeons l'appurement des 85 milliards de rappels d'avancement, de rappels d'intégration et de rappels de validation. Nous exigeons également la mise à la disposition des enseignants de leurs actes administratifs, c'est-à-dire la fin des lenteurs administratives. La marche pacifique des élèves des communes de Mbour et Saly, ils veulent que le gouvernement et les syndicats d'enseignants trouvent une solution à la crise scolaire avant le retour des vacances de Pâques. Ces élèves du département de Mbour se disent victimes des mouvements de grève des enseignants. Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye pour plus de détails. Des élèves des lycées de Saly, Demba Diop et autres lycées des communes de Mbour et Saly sont descendus dans les rues ce matin. Notre marche, nous ne sommes pas là pour lancer des pierres ou même faire de n'importe quoi. On est là pour que la population nous entende, l'État puisse savoir combien de fois ça pose problème. Parce que c'est notre intérêt et c'est l'intérêt de l'État aussi, parce que nous sommes les futurs. Ces élèves ne supportent plus les grèves des enseignants, ils demandent aux autorités de réagir. L'État au moins doit nous aider, doit prendre en charge les problèmes des enseignants. Parce que maintenant ça pose problème, vraiment. Étudier, à chaque fois qu'on est ici à l'école, 9h-10h on nous dit débrayage, grève générale, ça pose problème. Normalement, ils prennent leurs vacances de Pâques ce vendredi, mais ces élèves veulent qu'au retour des fêtes, faire des cours régulièrement. Si l'État pouvait le faire, vraiment, ça va nous arranger. Parce que c'est ça notre objectif, vraiment. Un élève, ses objectifs, c'est de faire cours de façon positive, correctement, terminer son programme. C'est ça notre but, vraiment. Nous sommes des élèves de terminale. Bien vrai, ça pose problème. Aller en bac sans voir certaines leçons, ça pose problème. Je vous l'ai annoncé dans les titres, les éleveurs du Sénégal qui craignent l'approvisionnement en moutons pour la Tabaski 2018 avec l'hivernage qui n'a pas répondu aux attentes. Le ministre de l'élevage rassure Aminata Mbengue Ndiaye qui annonce que l'État compte octroyer 300 millions de francs CFA aux éleveurs pour l'achat de fourrage. C'était une rencontre sur le bilan de la Tabaski 2017. Compte rendu signé Fatou Bintou Conté et Tierno Laurent Mendy. La fête de la Tabaski constitue un événement majeur au Sénégal. Tous les ans, une quantité importante de moutons est drainée dans les grandes agglomérations. Mais pour l'année 2018, cela n'augure rien de bon. Nous avons cette année aussi des difficultés
Les difficultés est que l'hivernage n'est pas bien installé dans notre pays. Il y avait des problèmes d'alimentation. Oui, ça dépend d'alimentation. Parce qu'il y a aussi des problèmes quand même que c'est le bon Dieu qui nous peut aider dans ces problèmes-là. Parce que si les problèmes l'hivernage posés, il y aura aussi des problèmes d'alimentation. Le gouvernement du Sénégal essaie de sauver la face en apportant une aide conséquente aux éleveurs. La situation pastorale est catastrophique, particulièrement au nord du Sénégal. Et même les zones où il n'y avait pas de déficit de fourrage sont en train d'avoir des difficultés. Le gouvernement avait fait l'effort de débloquer 300 millions, je crois, 300 millions pour l'achat d'aliments. Dans notre budget également, nous avons 500 millions pour l'achat d'aliments. Pour la Tabaski 2017, dont le bilan a été fait lors de cette rencontre, beaucoup d'invendus ont été notés. Plus de 150 000 têtes de moutons du côté des éleveurs sénégalais. La concurrence est passée par là. Certains criaient pour nos amis venant de Mali et de Mauritanie, mais c'est des choses que nous ne pouvons pas éviter en tant qu'éleveurs que nous sommes, parce que c'est des vaccins qui travaillent avec nous toujours. Le ministre de l'Élevage reste clair là-dessus. La libre circulation des personnes et des biens dans l'espace UEMOA ne permet pas de fermer les frontières. On est dans une zone monétaire ouest-africaine, au niveau de l'UEMOA, et on ne peut pas empêcher, vraiment, on ne peut pas fermer nos marchés. Aujourd'hui, il y a un autre grand marché qui vient de s'ouvrir à Kigali. C'est le marché Afrique. Pour l'année 2017, l'objectif d'un approvisionnement correct du marché a été atteint. Cependant, les prix ont été jugés élevés par les consommateurs. À Tobin Conté pour la Tabaski 2018, près de 750 000 têtes de moutons sont prévues au Sénégal, dont 260 000 rien qu'à Dakar. L'annonce est du ministre de l'Élevage Aminata Mbengue Ndiaye que je vous propose toujours d'écouter. Je pense que pour ce qui concerne les prévisions que nous envisageons, nous ne sortons pas de ce qu'on avait prévu l'année dernière, 750 000 têtes. Parce qu'on s'est rendu compte qu'avec les 750 000 têtes, on a même eu un surplus et que nous avons eu même à transporter en retour dans les sites de production des moutons qui étaient restés invendus dans la région de Dakar comme dans d'autres régions. Nous envisageons toujours pour la région de Dakar 260 000 têtes. Notre objectif d'approvisionnement, nous, ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est que chaque Sénégalais puisse disposer de son mouton et selon le disponible qu'il y a au niveau de sa bourse. Le vol de bétail, un problème récurrent dans le village de Sindone, à 27 km de Ziguinchor. Le réseau électrique défaillant est un facteur qui favorise ce phénomène. Les populations, à l'occasion d'une manifestation religieuse, ont demandé à l'État de résoudre ce problème. Je propose d'écouter leur porte-parole. Il est interrogé par Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Effectivement, c'est une zone délaissée. C'est une des raisons qui font que nous demanderons à l'État, que Sindone et environnement font partie du Sénégal. Ils n'ont qu'à faciliter la tâche aux populations en leur donnant les moyens. Parce que quand il y a l'obscurité, tout est possible de faire du mal. Mais quand il y a de la lumière, ça renvoie le mal. Donc je crois qu'il faut électrifier avec tout ce qu'ils se disent. Ils n'ont qu'à électrifier la zone. Le vol de bétail est une réalité. Heureusement que les forces sont là. Les populations sont obligées d'aller confier leur bétail aux positions militaires pour qu'on les garde. Et ce qui n'est pas normal, ce qui ne fait pas partie de la mission de l'armée, mais à l'impossible, nul n'est tenu. L'État doit plutôt électrifier. Quand il y a l'électricité, il y aura moins de voleurs. Il faudrait qu'on mette de l'électricité, il faut que l'on mette de l'eau. Puis vaste rassemblement des éleveurs du Forail, des petits ruminants de Pikine qui sont très remontés contre le préfet de Pikine qui a interrompu le projet de démolition des bâtiments autour du Forail au profit d'une seule personne. Il faisait face à la presse pour avertir la hiérarchie et exiger la reprise du projet. Mamadou Talla, président des éleveurs de Pikine, en parle au micro de Salif Sow et Asmalik Diop. Ce que nous demandons à l'État du Sénégal, c'est aujourd'hui, l'État nous parle de principe de neutralité. Nous ne demandons pas à l'État d'être de notre côté. C'est de faire jouer cette neutralité-là pour montrer que l'État est neutre, que ce qui se passe ici, c'est une opération de désencombrement. Parce que tout ce qui a été enlevé ici, c'est des choses qui étaient contre la morale. Pourquoi
on détruit pour 80% des gens et il reste 10% ou bien une seule personne, un baron qui est tapis, qui a des puissances occultes derrière lui et on refuse de le faire. On demande à l'État de faire jouer le principe de la neutralité et le principe de l'égalité des citoyens parce qu'il y a une inégalité qui se passe ici. Toute la responsabilité aujourd'hui, c'est la responsabilité qui incombe au préfet. Je n'ai pas la puissance de venir faire tomber des bâtiments. Le forail, c'est une surface qui est affectée au Djoula et au Tefanké. Et il y a maintenant des jeunes politiciens qui sont tapis dans l'ombre, qui cherchent à nous faire peur pour dire, sous couvert du président de la République, que nous avons détruit. Nous n'avons pas la force de détruire. C'est l'État qui a détruit pour désencombrer, pour libérer notre espace, que l'espace soit réaffecté aux moutons et aux chèvres. La journée internationale de l'eau célébrée ce jeudi, occasion saisie par TFM pour se rendre au lac Tanma, une source d'eau douce située entre Diender et Notto-Gouye-Diama. Le lac qui a attiré les pêcheurs et les maraîchers de la zone a complètement tari. Le lac s'est ensablé, peut-on dire. Les acteurs et les collectivités locales lancent un cri du cœur pour la revitalisation du lac Tanma. Un reportage signé nos correspondants sur place. Anta Diop et Seylatia. Il y avait des arbres touffus, une grande diversité d'oiseaux, de l'eau en abondance. Le lac Tanma attirait les maraîchers et pêcheurs de Morolan, Kermousso, Notto-Gouye-Diama et Kayar. Tel n'est plus le cas. La source a tari, la zone est aride et poussiéreuse. Une situation qui pousse le groupe de recherche appui Initiative Mutualiste et les eaux et forêts à réagir. Aujourd'hui, c'est le lac Tanma, nous savons, c'est ensablé, c'est salinisé. On ne trouve plus d'eau et là se pratiquait le maraîchage et même la pêche. Aujourd'hui on a tout perdu. Ce qui retenait le sable, nous hommes, nous l'avons détruit. C'était les forêts, c'était les herbes, c'était les arbres. Et donc aujourd'hui nous avons tout détruit pour construire des bâtiments, faire des canalisations. L'eau en arrivant amène tout le sable. Il va maintenant remplir le lac Tanma. Le lac est rempli aujourd'hui, voilà un phénomène écologique terrible. La revitalisation du lac Tanma préoccupe ses acteurs, d'où un appel lancé aux collectivités locales pour qu'elles prennent les devants. Ce n'est pas l'affaire d'un seul acteur, il faudrait que tous les acteurs se mobilisent. Et donc c'est pourquoi nous avions amené les collectivités locales environnantes du lac Tanma, Kermoussa, Pout et Diender, à s'organiser en intercollectivité pour prendre en charge la question du lac Tanma dans le cadre de leur planification, dans le cadre de leur intervention. L'agriculture a complètement disparu dans cette zone. Les populations utilisent les quelques points d'eau pour pratiquer le maraîchage. Ces quelques champs qui sont autour du lac Tanma attirent ces animaux. Santé à présent, beaucoup de femmes du monde rural se présentent rarement dans les structures hospitalières pour faire le dépistage du cancer du sein ou du col de l'utérus. Certaines l'ignorent, d'autres émettent des réserves. Pour se faire consulter, les Badianougor de Richard Toll, elles se mobilisent pour faire face à cette maladie qui continue de faire des ravages dans la zone nord du pays. Elles ont lancé un message fort aux autorités qui parfois ignorent le travail qu'elles abattent dans les villages. Un reportage signé nos correspondants Ousseynou Diop et Habib Sek. Dans beaucoup de villages de la zone nord, certaines femmes ne fréquentent plus les structures hospitalières pour dépister le cancer du sein et du col de l'utérus. Dans la commune de Richard Toll, les Badianougor mènent une campagne de sensibilisation pour lutter contre ces deux maladies. Les femmes ont honte de se présenter devant les médecins pour se faire consulter. C'est aussi très fréquent dans les zones rurales, surtout pour le cancer du sein et du col de l'utérus. Le cancer du sein et du col de l'utérus continue de faire des ravages dans les zones rurales. Pour éviter la propagation de ces maladies dans les communes de Diama, Ronknik et Richard Toll, les Badianougor sonnent la mobilisation. Les femmes ont des problèmes pour aller voir un médecin. Les cancers du sein et du col de l'utérus sont des maladies très fréquentes dans le monde rural. Nous appelons aussi les jeunes à prendre leurs responsabilités. Mais la lutte est freinée par le manque de considération des autorités, ce que les femmes dénoncent.
Toutes les femmes du monde rural ont fait le déplacement pour venir se faire consulter. Seulement, les autorités n'ont pas soutenu nos activités. C'est le moment de les appeler à nous accompagner. La lutte sera menée dans d'autres villages du Waalo pour appeler les femmes à se faire dépister du cancer du sein et du col de l'utérus. Pour une réussite de ces activités, elle compte sur la coopération des blouses blanches. L'enlèvement des enfants, phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur. En plus d'inquiéter, les mômes sont devenus la cible des ravisseurs. Certains y voient des enjeux de la présidentielle qui aiguisent des appétits. Le fléau interpelle tous à redoubler de vigilance, nous dit Adi Atala. Les enfants, des innocents. Cette couche vulnérable est dans une mauvaise passe. Elle est en proie depuis quelques jours à des tentatives d'enlèvement. Laissés à eux-mêmes dans la rue, exposés aux accidents de circulation, et ils font même parfois les frais des mouvements d'humeur des manifestants en essuyant du gaz provenant des grenades lacrymogènes. La désinvolture des parents et la négligence ou laxisme des autorités décriées, puis indexées. Le rapt de Fallou à Rufisque, un enfant âgé seulement de 2 ans, comment a-t-il pu se retrouver seul pour être livré involontairement à des criminels ravisseurs sans scrupules, qui le tue et l'abandonne dans un lieu insalubre. À Mbour, un enfant talibé renversé par un car de transport à 6 h du matin, au moment où il était censé étudier. Autant de faits, et la liste n'est pas exhaustive, qui remettent en cause la responsabilité des parents et surtout de l'État qui avait promulgué une loi pour le retrait des enfants de la rue. Une décision impopulaire et populiste, à cause de l'absence de suivi, d'où l'urgence de prendre le taureau par les cornes pour endiguer le fléau en mettant en place par exemple un dispositif d'alerte aux enlèvements, surtout en cette période préélectorale où certains pensent que c'est le moment propice au kidnapping des enfants et aux sacrifices humains, rien que pour une sinécure. Prudence avec les enfants, aux parents, disons vigilance, et aux préposés à la sécurité publique aussi. Adi Atala. Et puis la grande mosquée de Kaffrine en état de délabrement très avancé. Les populations réclament la réhabilitation de ce lieu de culte dans le programme de modernisation des cités religieuses. Mamadou Gueye, le porte-parole des habitants, au micro d'Ibrahima Diamé. Mais nous avons vu que le chef de l'État a défini une politique pour accompagner les foyers religieux en modernisant les mosquées et en tout cas des sites d'accueil. Il va de soi que Kaffrine a une priorité, elle ne date pas d'aujourd'hui, de réhabiliter cette mosquée. Et cela avait été posé déjà à l'époque du président Blawad, pour être honnête. C'est vrai qu'il y avait un problème de compréhension et d'accord. Est-ce qu'il fallait détruire la mosquée, la construire à neuf, ou est-ce qu'il fallait la réhabiliter en préservant ce qui était? Comme le débat n'était pas tranché, c'est ça qui avait empêché la mise en œuvre véritablement de sa modernisation. Aujourd'hui, nous interpellons au-delà des Kaffrinois, d'abord les collectivités territoriales. Parce que dans les rubriques budgétaires, il y a la rubrique qu'on appelle lieu de culte. Nous demandons au maire de la commune de Kaffrine, au président du conseil départemental de Kaffrine, de penser à allouer des ressources pour participer, contribuer à la réhabilitation de la mosquée de Kaffrine. De l'État maintenant, nous sollicitons un appui le plus fort possible. Parce que on gère des hommes. Gérer des hommes, c'est prendre en compte leurs convictions, leurs priorités. Or, à Kaffrine, aujourd'hui, l'une des premières priorités, c'est la réhabilitation de la mosquée. Donc, nous pensons que le chef de l'État doit apporter sa contribution. Et puis Amnesty International qui alerte sur la situation des droits de l'homme en Mauritanie. Selon le rapport rendu public ce matin, au cours d'une rencontre, les défenseurs des droits de l'homme sont réprimés en Mauritanie. En plus, le pays tourne le dos aux obligations internationales. Ali Ountine, directeur régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, au micro d'Alassane Ba. En Mauritanie, les défenseurs vivent un véritable calvaire. C'est une véritable épée au-dessus de la tête des défenseurs des droits de l'homme qui subissent une répression terrible, qui tout simplement pour avoir dénoncé l'esclavage, dénoncé la discrimination raciale, au lieu bien sûr d'être, si vous voulez, félicités par le gouvernement, ce qui est tout à fait normal, mais ils sont victimes d'arrestations, d'agressions, de tortures, de stigmatisation, d'injures,
de toutes sortes, ce qui est véritablement une corruption, une perversion de l'état de droit, de l'état des droits humains. Vous pouvez reconnaître l'esclavage effectivement comme un délit, vous pouvez reconnaître l'esclavage comme on dit, un crime contre l'humanité, mais en même temps, c'est une espèce d'écran qui protège beaucoup plus et mieux ceux qui pratiquent l'esclavage que les... En mode culture à présent avec la radio King FM qui fête son premier anniversaire après un an de diffusion. Le bilan est jugé positif selon le directeur de la première radio digitale du Sénégal qui faisait face à la presse hier. Compte rendu signé Aïssatou Paye et Abdoulaye Diallo. La radio digitale King FM souffle sa première bougie. Juste une année auréolée de succès, Boubacar Diallo et compagnie ont su imposer un style innovant. On ne s'attendait pas véritablement, on pourrait dire que ça allait arriver dans 2 ans, dans 3 ans, mais en une année, il fallait le faire. Je voudrais féliciter vraiment l'ensemble des animateurs, mais surtout la touche digitale a apporté du neuf à la radio. C'est véritablement quelque chose d'énorme. Serait-ce la clé du succès? La touche particulière, c'était en fait les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on ne savait pas que les réseaux sociaux étaient véritablement la clé, mais Youssou N'Dour avait compris tout cela bien avant, qu'il voulait une radio axée sur les réseaux sociaux et une radio musicale jeune. Et pour ce faire, plus d'efforts afin de s'imposer dans un paysage médiatique où la concurrence est rude. Le défi, c'est de positionner la radio dans les 4 premières radios du pays. Dans les 4 premières radios du pays, vraiment être dans le top 4 des radios en 2018 et puis en 2019 s'agrandir à un web TV par le biais de la radio. Pour fêter cet anniversaire, Fally Ipupa va les accompagner le 31 mars. Et je te paye, merci en mode football avec l'équipe nationale du Sénégal qui joue demain son premier match de préparation face à l'Ouzbékistan. Ce sera à Casablanca. Justement, nous sommes en ligne avec notre envoyé spécial au Maroc, Mamadou Ndiaye. Mamadou Ndiaye, bonsoir. Bonsoir, Kertigan. Alors, Mamadou Ndiaye, vous avez suivi peut-être en quart d'heure de l'entraînement des Lions du Sénégal qui était à huis clos cet après-midi à Casablanca. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de la tanière? Est-ce que le moral est au beau fixe? Qu'est-ce que l'entraîneur compte faire demain face à cette équipe de l'Ouzbékistan? Effectivement, Kertigan, le moral est au beau fixe. On peut dire dernière séance d'entraînement des Lions avant le match de demain face à l'Ouzbékistan effectué cet après-midi au complexe de Wydad de Casablanca. Seul Diao Baldé Keita a manqué à cette séance à huis clos effectuée cet après-midi. Diao Baldé Keita a annoncé qu'il est blessé actuellement, blessé au genou. On peut dire Aliou Cissé ne pourra pas compter sur lui demain. En tout cas, le coach a déjà déjà parlé de lui, qu'il est actuellement blessé. Mais ce qu'on peut retenir, en tout cas, déjà 28 jours ont effectué cette séance d'entraînement de cet après-midi. C'était à huis clos. Alors, demain, le match, il est prévu à quelle heure, justement? À 17h30 au stade Mohamed V de Casablanca. Voilà, merci Mamadou Ndiaye pour la précision. Voilà, donc c'était tout pour cette édition. Prochain rendez-vous pour l'information. Ce sera à 0h avec le tout en image. Excellent suite de programme en compagnie de la TFM. Au revoir.